En start. Après avoir gagné un concours de beauté en Tunisie, elle est devenue devenue inoubliable dans des films comme 8 et demi de Fellini et Il était une fois dans l'Ouest de Léone. Franco Cristaldi a promis de faire de Claudia Cardinal une star. Au lieu de cela, il a contrôlé chaque aspect de sa vie pendant 9 ans. Elle ne pouvait pas choisir ses rôles ni parler librement. Lorsqu'elle s'est finalement échappée en 1975, elle a fait une découverte choquante. Tout l'argent qu'elle avait gagné avait disparu. Chaque centime était allé à sa compagnie. Mais le contrôle financier n'était rien comparé à ce qu'il lui faisait faire d'autre. Des années plus tard, elle a révélé la vérité la plus sombre sur leur relation. Elle impliquait des hommes puissants, des réunions secrètes et des exigences auxquelles aucune actrice ne devrait jamais être confrontée. Claudia Cardinal est née le 15 avril 1938 à La Goulette, une ville balnéaire près de Tunis. Ce n'était pas un endroit ordinaire. Il était rempli de différentes cultures vivant côte à côte. Son père, Francesco, était originaire de Sicile et travaillait comme cheminot. Sa mère, Yolande, venait de Tripoli, qui faisait alors partie de la Libye italienne. La plupart des gens autour d'eux parlaient différentes langues. À la maison, ils parlaient français, sicilien et arabe tunisien, tous mélangés. Les Italiens représentaient environ 35 à 40 % de la population de la Goulette à l'époque, et toute la région avait été façonnée par les immigrants italiens depuis les années 1800. Il y avait des écoles italiennes, des banques italiennes et des journaux italiens. Les gens l'appelaient même la Petite Sicile. Claudia a grandi en entendant différents accents, en voyant différentes traditions et en apprenant à comprendre les gens de tous les horizons. Cela lui a donné quelque chose de rare. Cela lui a permis de voir le monde de plus d'une façon. Quand Claudia avait seulement 4 ans, la guerre s'est rapprochée. Entre 1942 et 1943, les avions alliés ont largué des bombes sur la Tunisie alors qu'ils tentaient de briser le contrôle de l'Axe. Son quartier, proche du port, est devenu une cible. Claudia et sa famille se cachaient dans des abris anti-bombes, attendant que les fortes sirènes s'arrêtent. Elle a vu des bâtiments tomber et des flammes s'élever. En mai 1943, la Tunisie a été prise par les forces britanniques, mais pas avant que la terre ne soit déchirée. Plus de 267 000 soldats de l'Axe se sont rendus, et de nombreux civils ont été pris entre deux feux. Ces bombardements n'étaient pas que des bruits forts pour elle. Ils sont restés dans son cœur. Ils ont façonné la bravoure dont elle a fait preuve plus tard. Elle est allée à l'école à Carthage, à San José, de là à Paris. C'était censé être l'une des meilleures écoles, mais c'était difficile. Ses camarades de classe se moquaient de son accent sicilien et traitaient sa famille de fasciste parce qu'ils étaient italiens. Claudia n'agissait pas comme les autres filles. Elle refusait le maquillage. Elle portait des vêtements noirs tous les jours et gardait les cheveux courts. Les enseignants ne la comprenaient pas. Ses camarades de classe non plus. Elle se défendait beaucoup, littéralement. Elle se battait et était punie pour cela. Mais même à cette époque, elle était intelligente. Elle étudiait dur. Elle réussissait bien à l'école aux côtés de sa jeune sœur, Blanche. Toute cette douleur qu'elle ressentait, tout ce rejet, lui a donné un feu intérieur. Elle a appris à aller à l'encontre des règles, à défendre ses positions et à parler sans crainte. Cela a fait partie d'elle, à la fois dans la vie et dans tous les films qu'elle a jamais faits. Sa famille n'avait pas beaucoup d'argent. Le travail de cheminot de son père signifiait qu'il devait souvent déménager. Parfois, elle vivait dans une ville, puis dans une autre. Ils étaient 6 dans la famille, entassés dans de petits appartements de cheminots. Claudia devait souvent partager un lit avec ses frères et sœurs. Pour aider à nourrir la famille, elle travaillait dans les marchés locaux après l'école, vendant des légumes et traduisant entre l'arabe et le français. Sa mère faisait la lessive pour les familles plus riches et faisait de la couture pour joindre les deux bouts. Même si la famille de Yolande avait autrefois une entreprise de construction navale à Trapani, cette richesse avait disparu depuis longtemps. Claudia n'a pas grandi dans la gloire ou le confort. Elle a appris à survivre et à s'adapter. Cela l'aiderait plus tard dans un monde qui dévore les gens vivants.
Elle est tombée amoureuse des films en se faufilant dans les cinémas de Tunis. Les films américains doublés en français étaient comme des fenêtres sur un autre monde. Elle est devenue obsédée par Rita Hayworth dans Gilda et la Dame de Shanghai. Ses parents détestaient ça. Ils disaient que les films étaient un péché et qu'Hollywood la ruinerait. Mais elle s'en fichait. Elle utilisait le peu d'argent qu'elle gagnait pour acheter des billets. Elle mémorisait les répliques, copiait les danses et rêvait en secret. Plus tard, elle dira que ces films lui ont donné de l'espoir. Ils lui ont fait croire qu'il y avait quelque chose de plus au-delà de la Tunisie, au-delà de son éducation catholique stricte. Elle admirait également le jeu d'acteur brut de Marlon Brando dans un tramway nommé Désir. Cela lui a donné envie de rôles qui avaient de la profondeur et du danger. Mais plus elle aimait le cinéma, plus ses parents s'éloignaient, surtout son père. Il voulait qu'elle soit enseignante. Ce qu'elle voulait ressemblait à une trahison. En 1957, quand Claudia avait environ 18 ou 19 ans, tout a changé par accident. Elle assistait à un événement cinématographique italien lorsqu'un enseignant l'a poussée sur scène pour un concours de beauté. Elle ne voulait même pas y participer, mais quand elle est sortie, tout le monde l'a remarqué. Elle a remporté le titre de plus belle italienne de Tunisie. Le prix était un voyage au Festival du film de Venise. Elle portait un bikini vert, souriait aux caméras et pensait que ce n'était qu'un jeu. Mais ses photos ont tout changé. Les producteurs ont commencé à appeler. Les offres de films sont arrivées. Elle avait l'air calme à l'extérieur, mais quelque chose de sombre se passait à l'intérieur d'elle que personne ne pouvait voir. Cette même année, quelque chose de terrible est arrivé. Claudia a été violée par un homme qui avait environ 10 ans de plus. Ce n'était pas quelqu'un qu'elle connaissait. Il l'a piégée pour qu'elle monte dans une voiture. Elle a déclaré plus tard à un journaliste italien en 2017 « Il m'a forcée ». Lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte, l'homme est revenu et lui a dit de se débarrasser du bébé, mais elle a refusé. Elle a sombré dans la dépression. Elle voulait arrêter de jouer. Elle voulait même mettre fin à sa vie. La grossesse a été gardée secrète pour tout le monde. Quand ses parents l'ont découvert, ils étaient furieux. Son père ne lui a pas parlé pendant longtemps. Elle a donné naissance à son fils Patrick à Londres en octobre 1958. Sa mère est finalement venue, mais la douleur n'est jamais partie. Puis est arrivé Franco Cristaldi, un producteur puissant qui lui a offert un contrat de 7 ans. Cela ressemblait à un rêve, mais ce n'en était pas un. Elle n'a pas touché l'argent. Lui l'a fait. Il contrôlait tout. Il lui disait quoi porter, combien elle pouvait peser, à qui elle pouvait parler. Et le pire, c'est qu'il lui a fait prétendre que son fils était son jeune frère. Pendant 9 ans, elle a maintenu ce mensonge. Elle a dit plus tard que leur relation lui donnait l'impression d'être son employé, pas sa partenaire. Elle devait l'appeler par son nom de famille. Elle n'était pas amoureuse. Elle se sentait piégée. Patrick ne savait même pas qu'elle était sa mère jusqu'à l'âge de 19 ans. Son premier film était Goha en 1958 avec Omar Sharif. Il a été tourné en français et en arabe, ce qui a rendu les choses plus difficiles. Chaque scène devait être tournée 2 fois. Claudia a eu du mal avec le jeu d'acteur et la langue. Elle a quitté l'école de cinéma après un seul semestre. Elle se sentait perdue. Elle a même pensé à quitter complètement le métier d'actrice. Le magazine Epaka a écrit sur sa décision soudaine, la transformant en un mystère. Sur le plateau, les gens de différentes tésésculptures se sont affrontés. Elle n'avait que 20 ans, était enceinte, effrayée, et essayait de garder son secret en sécurité. L'année suivante, en 1959, elle a fait face à une autre crise. Lors du tournage de Upstairs and Downstairs, quelqu'un a divulgué des photos d'elle nue sans son consentement. Le scandale a éclaté. Les journaux italiens en ont parlé pendant des semaines. Les groupes conservateurs voulaient qu'elle soit bannie. Les images ont non seulement exposé son corps, mais ont aussi failli révéler l'existence de son fils. Cristaldi a dû intervenir grâce à ses relations pour empêcher sa carrière de se terminer avant même qu'elle n'ait vraiment commencé.
En 1960, elle a joué dans Il bel Antonio avec Marcello Mastroianni. Il racontait l'histoire d'un homme qui ne pouvait pas avoir de relations sexuelles et de la honte que cela engendrait dans la société sicilienne. Claudia jouait Barbara, sa femme. Le sujet était si choquant pour l'époque que la police a dû assurer la sécurité des premières du film. Le Vatican l'a condamnée, mais la performance de Claudia a été saluée. Elle a montré de la douleur et de la confusion sans utiliser son corps. Le film a remporté des prix, dont le Léopard d'or à Locarno. En 1961, elle a assumé un rôle complexe dans La fille à la valise. Elle jouait Ada, une chanteuse de boîte de nuit poursuivie par un adolescent. Derrière la caméra, les choses étaient difficiles. Le réalisateur l'a poussée à bout émotionnellement. Cristaldi contrôlait toujours sa vie. Elle a dû prétendre que Patrick était son frère tout le temps. La pression était insupportable. Pourtant, elle a remporté un prix. David dit Donatello pour le film, mais cela a eu un coût élevé. Puis vint Cartouche en 1962, une aventure historique avec Jean-Paul Belmondo. Lors d'une scène avec des chevaux et des tirs de canon, le cheval de Claudia a paniqué et l'a jeté. Elle s'est cogné la tête violemment. Elle a été inconsciente pendant 6 heures. Les gens craignaient qu'elle ne meure ou ne soit défigurée. Le tournage a été interrompu pendant 3 semaines. Le film a ensuite réalisé plus de 306 millions d'entrées en France, mais il a failli mettre fin à sa carrière et à sa vie. En 1963, elle a joué dans La ragazza di Bube, un film politique sur une femme qui reste fidèle à son amant communiste. Cela a rendu les extrémistes de droite furieux. Claudia a reçu des menaces de mort. Certaines personnes avaient même prévu de la blesser lors de la première du film. Elle a dû être protégée par des gardes du corps. Même après avoir remporté le prix Nastro d'Argento de la meilleure actrice, les menaces n'ont pas cessé. Mais elle n'a pas reculé. Ce film a montré à quel point elle était devenue audacieuse. Plus tard cette même année, dans La Bestia, elle a été forcée de tourner des scènes de nu qui ne figuraient pas dans le scénario. Son contrat donnait à Cristaldi un contrôle total. Elle a essayé de dire non. Ils l'ont menacée. Elle a dû tourner des scènes intimes pendant que Cristaldi regardait. Elle a dit que c'était de la violence psychologique. Il lui était toujours interdit de dire, à qui que ce soit, que Patrick était son fils. Chaque partie d'elle était gérée comme un produit. Elle a dit plus tard que c'était la pire période de sa vie. En 1965, les choses sont devenues encore plus controversées lorsqu'elle a joué dans Vague stèle dell'Orsa. Ce n'était pas qu'un simple drame. Il s'agissait d'une femme qui renoue une relation sexuelle avec son frère. Les censeurs du monde entier ont paniqué et certains pays l'ont complètement interdit. D'autres l'ont autorisé, mais seulement après avoir coupé plusieurs scènes. Le film a quand même remporté le Lion d'or à la Mostra de Venise, mais le scandale l'a suivi partout. Les gens ne savaient pas comment gérer le mélange d'inceste, de deuil et de traumatisme familial à l'écran. Durant cette même période, elle tournait 8 et demi avec Federico Fellini. Et bien que le film soit devenu un classique, le coup émotionnel pour Cardinal a été brutal. Fellini a utilisé ses insécurités contre elle. Il s'est moqué de son héritage en l'appelant « ma petite Tunisienne » et a utilisé ses véritables peurs et son passé dans le récit du film. Elle jouait essentiellement une version d'elle-même, blessée, confuse, remettant en question l'amour, et tout cela reflétait la façon dont elle se sentait réellement utilisée et malmenée par le réalisateur. Elle a dit plus tard qu'elle se sentait comme une déesse dont il attendait qu'elle nettoie son esprit chaotique. Puis vint les professionnels en 1966. Le plateau était un cauchemar physique. Les températures ont atteint 47 degrés dans le désert du Nevada. Et Cardinal a souffert d'épuisement dû à la chaleur à plusieurs reprises et a même eu besoin de soins médicaux. Ses disputes avec le réalisateur Richard Brooks sont devenues légendaires. Elle pensait que les réécritures dépouillaient son personnage de sa profondeur et elle ne s'en cachait pas. Au même moment, le monde des tabloïds était en ébullition avec des rumeurs sur elle et Burt Lancaster.
Leur alchimie lors du tournage du Guépard avait été remarquée, et même si elle n'a jamais rien confirmé, les rumeurs l'ont aidée. Elle les a laissés à utiliser pour repousser le contrat de Cristaldi et a obtenu de meilleurs rôles et un meilleur salaire en retour. C'était le début de sa rébellion. En 1964, lors du tournage de Le plus grand cirque du monde, elle a dû travailler avec John Wayne. Ce qui s'est passé là-bas a laissé une cicatrice. Wayne a fait des commentaires racistes sur le fait qu'elle était étrangère, l'appelant « cette fille étrangère », et doutant que les Européens aient leur place dans les films américains. Cardinal n'avait que 26 ans, mais elle n'est pas restée silencieuse. Elle l'a confronté lors d'une scène de dîner et lui a dit qu'elle ne travaillerait jamais avec quelqu'un qui jugeait en fonction de la nationalité. Fidèle à sa parole, elle a ensuite refusé 2 autres offres de films avec Wayne. Cela lui a coûté un demi-million de dollars, mais elle a refusé de sacrifier sa dignité. La même année, Universal lui a offert un contrat de 2,8 millions de dollars pour devenir une star hollywoodienne à plein temps. Il voulait lui faire oublier son accent, la faire déménager à Los Angeles et lui faire travailler uniquement sur des films américains. Cela aurait fait d'elle l'une des actrices les mieux payées au monde. Elle a choqué tout le monde en refusant. « Je suis une actrice européenne », a-t-elle déclaré des années plus tard, et elle le pensait vraiment. Son refus a forcé le studio à changer sa façon de traiter les stars européennes. D'autres ont suivi son exemple. En 1965, elle a tourné L'Obsédé with Rock Hudson. Personne ne savait à l'époque que Hudson était déjà malade. Il s'est effondré lors d'une scène et le studio a essayé de le cacher. Cardinal a fait de même. Elle l'a protégé de la presse, en disant toujours qu'il était juste épuisé. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais ne l'a jamais trahi. Des années plus tard, quand Hudson a révélé qu'il avait le sida en 1984, son silence et sa loyauté ont été remarqués. La même année, elle a tourné Les Centurions. Il comportait des scènes brutales où son personnage était torturé et elle a dû apparaître nue pour la première fois de sa carrière. Les réactions ont été immédiates. Plusieurs pays ont censuré les scènes et les féministes ont protesté contre l'exploitation des actrices étrangères. Cardinal l'a regretté et a déclaré plus tard que la nudité n'était pas nécessaire pour être actrice. Le film a moins bien marché que prévu en Europe, en partie à cause des coupures, mais ce moment est resté gravé en elle. Puis vint Barbarella en 1967. Le rôle a été écrit pour elle. Il était censé rapporter 750 000 $ plus une part des bénéfices, potentiellement 2 millions de dollars, mais après Les Centurions, elle ne pouvait pas le faire. La nudité, le ton sexuel, cela lui semblait trop. Elle a refusé et Jane Fonda a obtenu le rôle. Barbarella a fait de Fonda une star. Cardinal a raté une occasion massive d'atteindre une renommée internationale, mais elle a gardé son respect de soi. Dans Il était une fois dans l'Ouest en 1968, elle a failli mourir. Le tournage dans le désert espagnol était insupportable. La chaleur dépassait 45 degrés tous les jours. Le train avec lequel elle tournait a eu un problème mécanique et a failli la heurter sur le quai. Elle n'a eu que des contusions, mais cela l'a profondément ébranlée. Dans une autre scène, elle a dû faire 47 prises sous le soleil dans un costume de 9 kilos. Elle a eu besoin de soins médicaux pour se réhydrater. Pourtant, elle l'a qualifiée de la plus belle torture de sa carrière. 1 an plus tard, elle a tourné La Tente Rouge avec Sean Connery dans l'Arctique. Il tournait dans la région réelle du Svalbard et il faisait un froid mortel. À un moment donné, ils ont été pris dans une tempête et l'hélicoptère a dû effectuer un atterrissage d'urgence. Elle s'est évanouie à cause de l'hypothermie. Ils ont été bloqués pendant 6 heures avant d'être secourus. Ses doigts et ses orteils ont été gelés. Après cela, elle a refusé tous les tournages par temps froid pendant 10 ans. Vers la même époque, elle a filmé un couple infernal avec Rock Hudson. Les tabloïds ont inventé une liaison entre eux en utilisant des photos modifiées. Elle a poursuivi l'un des plus grands magazines italiens pour près de 800 000 $ et a gagné 200 000 $.
Mais le mal était fait. Son image a changé. Elle est passée de mystérieuse à scandaleuse aux yeux du public. Elle a dit plus tard, « Ils ont volé ma vie privée et mon mystère pour augmenter le nombre de tirages. » Dans l'enfer des héros, elle a de nouveau rencontré des problèmes. Le réalisateur a fait des avances inappropriées et elle a quitté le plateau pendant 3 jours. Le studio a paniqué. Rod Taylor s'est même battu physiquement avec le réalisateur. Cardinal a refusé de revenir tant que l'homme ne s'était pas excusé par écrit. Elle est revenue, mais toute cette expérience l'a cataloguée comme difficile, une étiquette que de nombreuses femmes à Hollywood ont reçue lorsqu'elles se sont défendues. Pendant le tournage de Mafia, en 1968, un vrai danger s'est manifesté. Le film exposait les familles criminelles siciliennes et la mafia n'a pas apprécié. Pendant le tournage, des membres de la mafia sont venus sur le plateau en se faisant passer pour des hommes d'affaires. Puis sa loge a été saccagée et elle a reçu des menaces de mort. Le réalisateur a également reçu des avertissements. L'acteur Frank Onro avait besoin d'une protection policière. Cardinal a déclaré « Nous faisions un film sur la mafia alors que la vraie mafia surveillait chacun de nos mouvements. La peur était absolument réelle. » En 1951, elle a tourné La Peau et les anciens combattants américains étaient furieux. Le film montrait des soldats alliés commettant des actes de violence pendant l'occupation de Naples. Des milliers d'anciens combattants lui ont envoyé du courrier haineux. Certains lui ont même envoyé des menaces de mort. Elle a eu besoin d'une protection policière à son domicile pendant des mois. Burt Lancaster, sa co-vedette, a déclaré que la production était un désastre. Certaines bases de l'OTAN ont même interdit le film. Puis, en 1944, elle a joué Clara Petacci, la maîtresse de Mussolini, dans Claretta. Cela a suscité encore plus de colère. Le film utilisait de véritables entrées de journal intime et montrait le racisme et les plans violents de Mussolini. Les Italiens de gauche et de droite ont protesté. Elle a reçu des menaces à la bombe et des manifestants ont brûlé son effigie devant les théâtres. Les journaux du Vatican ont qualifié son rôle de pornographique. La petite fille de Mussolini a qualifié Cardinal de fasciste. Ce fut l'une des performances les plus explosives de sa carrière. En 2002, elle est revenue au cinéma avec Jeremy Irons dans Et. Maintenant, mesdames et messieurs, la production a été un désastre. Le budget est passé de 15 millions de dollars à 25 millions de dollars. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle et Irons avaient une liaison. La femme d'Irons s'est même présentée sur le plateau et l'a confronté, ce qui a entraîné un arrêt complet. L'État sait, ça les tabloïds français l'ont accusé d'avoir dépensé 200 000 dollars en chirurgie esthétique pour le rôle. Le film a lamentablement échoué, ne rapportant que 736 000 dollars aux États-Unis. Elle a dit que c'était l'un de ses plus grands regrets. En 2009, elle a joué dans Le Fil, le rôle d'une mère qui accepte la relation homosexuelle de son fils. Les réactions ont été brutales. Les fans catholiques conservateurs l'ont qualifiée de honte. Le journal du Vatican a même publié une attaque personnelle, mais les groupes LGBTQ+ l'ont félicitée et elle a reçu des prix en France et en Tunisie. Le film a été interdit dans plusieurs pays du Moyen-Orient en raison de sa présence. Son dernier film a été L'île du pardon en 2022. Elle avait 84 ans. Elle avait des problèmes de santé et avait besoin d'un déambulateur. Elle est tombée sur le plateau et s'est cassé le poignet. Parfois, elle oubliait ses répliques, mais elle a continué à avancer. Elle a qualifié cela de ses adieux au cinéma. Le budget a doublé en raison des retards, mais lorsque le film a été présenté en première, les gens se sont levés et ont applaudi. Elle avait donné tout ce qu'il lui restait. Elle est décédée 3 ans plus tard. Et même maintenant tout le poids de sa vie semble encore difficile à croire. La vie de Claudia Cardinal avait l'air glamour à l'extérieur, mais la vérité derrière elle était pleine de contrôle, de secrets et de profondes douleurs personnelles. Lorsqu'elle a épousé le producteur Franco Cristaldi à Las Vegas en 1966, ce n'était pas le début d'un conte de fées. Elle a révélé plus tard que le mariage n'était même pas légal en Italie.
il lui a juste organisé une fête et a appelé ça un mariage. Pendant les 9 années suivantes, Claudia a vécu sous le contrat de Cristaldi avec Vids Films, où il contrôlait presque tous les aspects de sa vie. Elle n'était pas autorisée à choisir ses propres rôles, ni même à parler librement. Elle a dit « Je n'étais plus maîtresse de mon propre corps ou de mes pensées. » Son vrai fils Patrick devait être caché au monde et elle ne pouvait pas dire un mot. Lorsqu'elle s'est finalement libérée en 1975, elle a découvert qu'elle était presque ruinée. Tout ce qu'elle avait gagné était allé directement à Vids Films. La même année, Claudia a commencé un nouveau chapitre avec le réalisateur Pasquale Schitieri. Leur histoire d'amour a commencé en 1973 et a provoqué le chaos. Elle a mis fin à leurs 2 mariages et les a fait mettre sur liste noire par les studios italiens. Cristaldi était toujours puissant et personne ne voulait le contrarier. Mais Claudia s'en fichait. Elle a appelé Pasquale son véritable amour, le seul homme qu'elle ait jamais vraiment aimé. Leur relation a duré 42 ans jusqu'à sa mort, en 2017. Ils ne vivaient même pas dans la même ville. Elle était restée ici à Paris, pendant qu'il vivait à Rome. Ils ont eu une fille nommée Claudia en 1969, mais même cette histoire d'amour a connu des tempêtes. Ils se sont séparés et se sont réunis à plusieurs reprises, surtout au début. Claudia a dit plus tard « En rencontrant Pasquale, j'ai interrompu un système qui avait été construit avec et autour de moi. » Mais la partie la plus déchirante de sa vie a commencé bien avant ces 2 hommes. Quand Claudia n'avait que 19 ans en 1958, elle a été violée par un homme français beaucoup plus âgé. Elle est tombée enceinte et a donné naissance à un fils nommé Patrick. Mais au lieu d'être soutenue, elle a été poussée au silence. Cristaldi a tout organisé pour que le monde ne le sache pas. Patrick est né à Londres alors que les médias ont dit que Claudia apprenait l'anglais. Il a grandi en pensant qu'elle était sa sœur, élevée par ses parents en Tunisie. Ce mensonge a duré 18 ans. Ce n'est qu'en 1976 que le journaliste Enzo Biagi l'a découvert et a rendu la vérité publique. Patrick était dévasté. La femme qu'il pensait être sa sœur était en fait sa mère. Claudia avait aussi le cœur brisé. Elle avait été forcée de mentir pour protéger sa carrière. La vérité a causé une douloureuse rupture entre eux pendant un certain temps. En 2000, Claudia a été nommée ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO pour les droits des femmes. Elle a immédiatement commencé à lutter contre les mutilations génitales féminines, en particulier en Afrique du Nord, où elle avait des racines. Son documentaire de 2001, Tradition coupée, montrait des images pièces graphiques de Tunisie, d'Algérie et du Maroc. Les réactions ont été énormes. Elle a été accusée de promouvoir les valeurs occidentales et de manquer de respect aux traditions. En 2003, lors d'une conférence de l'UNESCO à Paris, elle a même exposé de véritables instruments chirurgicaux utilisés dans les MGF. Des délégués ont quitté la salle. Des chefs religieux en Tunisie ont émis une fatwa contre elle. Il y a eu des menaces de mort, mais Claudia n'a pas arrêté. Entre 2002 et 2005, elle a visité des camps de réfugiés et a recensé plus de 2000 survivantes de MGF. Elle a également aidé plus de 800 femmes à subir une chirurgie reconstructive d'ici 2010 grâce à des cliniques mobiles qu'elle a elle-même financées. En 2019, Claudia a créé la fondation Claudia Cardinal dans son domaine de Neuilly, qu'elle avait acheté au réalisateur Claude Lelouch pour 82 millions de dollars. Elle a fait don de 2,8 millions de dollars de ses droits d'auteur de films pour soutenir la fondation. Elle était censée aider les artistes féminines, mais le public n'approuvait pas sa gestion. La première exposition en 2020 ne présentait que des femmes blanches et riches, issues des meilleures écoles d'art européennes. Les billets coûtaient 150 $ chacun, ce qui a rendu les résidents locaux furieux. Ils ont qualifié cela d'élitiste et de déconnecté. Les choses ont empiré lorsque la Fondation s'est associée au Museo Novecento à Florence en 2021 et a complètement laissé de côté les artistes nord-africains. Le propre héritage de Claudia a été ignoré. En 2023, la Fondation avait déjà dépensé 1,2 million de dollars pour seulement 12 résidences d'artistes
et les critiques continuaient de remettre en question son objectif. La même année, Claudia a donné une interview brute et émouvante à France 24. Elle avait 69 ans lorsqu'elle a révélé des choses que personne n'attendait. Elle a dit que Cristaldi ne se contentait pas de contrôler sa carrière. Il l'avait agressée. Il l'a forcée à coucher avec des investisseurs, en prétendant que cela faisait partie du travail. Elle a parlé d'avoir été droguée et agressée par le réalisateur Francesco Rosi en 1962 pendant le tournage de Main basse sur la ville. Cette agression a conduit à une grossesse qu'elle a été forcée d'interrompre. Sergio Leone avait fait pression sur elle pendant « Il était une fois dans l'Ouest » et avait même menacé de couper ses scènes si elle ne se conformait pas. En 1969, un patron de studio américain a essayé de la forcer à avoir des relations sexuelles avec lui. Lorsqu'elle a dit non, il a menacé sa vie. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle a quitté Hollywood pour toujours. Ces révélations ont conduit à de nouvelles enquêtes criminelles en Italie. Même si bon nombre des accusés étaient déjà décédés, sa santé physique s'est effondrée en 2019. Une arthroplastie de la hanche de routine à l'hôpital américain de Paris s'est transformée en cauchemar. Elle a contracté une infection et a eu besoin de 3 autres interventions chirurgicales. En 18 mois, elle a passé 247 jours dans des hôpitaux et des centres de réadaptation. Elle a perdu 12 kilos et a eu besoin de soins constants. Pendant ce temps, elle a écrit des mémoires intitulées « Le prix de la beauté ». 400 pages de vérité brutale sur l'industrie cinématographique. Il nommait 47 personnes vivantes et incluait des histoires de viol, d'avortements forcés et de vols financiers. Un chapitre décrivait une orgie de 1964 avec des lauréats d'un Oscar qui avait été filmé à des fins de chantage. Ses avocats l'ont averti que cela pourrait déclencher des poursuites de 50 millions de dollars. Elle a verrouillé le manuscrit dans un coffre-fort suisse et l'a fait ouvrir en 2040. En 2022, Claudia a vendu sa villa en Sardaigne pour 15 millions de dollars à l'oligarque russe Alexei Fedorchuk. Cela a déclenché une vérification fiscale massive en France. La propriété avait été achetée en 1978 pour seulement 180 000 dollars. Elle avait transféré la propriété à une société écran du Liechtenstein en 2019 et acheminé l'argent par le biais de sa fondation pour réclamer 890 000 dollars de déduction fiscale. Les autorités ne se sont pas laissées berner. Elles ont gelé 6,7 millions de dollars d'actifs et l'ont accusée d'avoir fraudé 2,1 millions de dollars d'impôts sur les gains en capital. Elle a finalement payé 3,4 millions de dollars pour tout régler en décembre 2023. Claudia a passé ses dernières années en paix dans sa maison de Neuilly. Des rumeurs disaient qu'elle souffrait de démence, mais ce n'était pas vrai. Elle était toujours vive, même si son corps était défaillant. Ses enfants, Patrick et Claudia, ont pris soin d'elle. Elle est restée impliquée dans sa fondation et a continué à aider les artistes et les causes environnementales autant qu'elle le pouvait. Le 23 septembre 2025, Claudia Cardinal est décédée paisiblement dans sa résidence de Neuilly. Elle avait 87 ans. Son agent a confirmé qu'elle était décédée de causes naturelles et qu'elle était entourée de sa famille. Les responsables italiens l'ont qualifiée de l'une des plus grandes actrices que l'Italie ait jamais eue. Sa mort est survenue un jour seulement avant un hommage culturel prévu. Aucune autopsie n'a été pratiquée et les lois françaises sur la protection de la vie privée ont gardé les détails médicaux secrets. Au moment de sa mort, sa valeur nette réelle était d'environ 10 millions de dollars. La plupart de ses revenus provenaient de sa carrière de 150 films et de ses contrats avec des studios européens. Son actif le plus important était son domaine de Neuilly, qui servait également de siège à sa fondation. Elle avait choisi de rester dans le cinéma européen, même si elle était moins bien payée qu'à Hollywood. L'argent n'a jamais été sa motivation. Son plan successoral était axé sur la culture et les droits des femmes. Cette partie de son héritage se poursuivra grâce à sa fille et à la fondation qu'elle a construite à partir de zéro.